Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Vellier. Elle est chercheuse au Centre géopolitique des technologies et a soutenu en 2025 une thèse de doctorat sur les politiques américaines de protection des technologies stratégiques face à la menace chinoise. Elle a récemment publié une étude de l'IFRI intitulée « Trump 2 contre la gouvernance du numérique, une croisade aux États-Unis et en Europe ». Mathilde, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc, avec plaisir. L'administration Trump 2 s'est évertuée à détricoter les réglementations s'appliquant au secteur de la tech. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler les principales étapes de cette déréglementation ? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais juste rappeler que moi, dans mon étude, je me concentre sur le secteur technologique, mais en réalité, l'effort de l'administration Trump la dépasse largement. On voit que l'administration a vraiment amorcé un effort vigoureux pour réduire tout ce qu'il appelle, je cite, le bourbier en constante expansion de réglementations fédérales complexes. Et donc, le but, c'est de supprimer, pour toute nouvelle réglementation adoptée, 10 réglementations. Donc, c'est un effort qui est assez large et qui touche les télécoms, le numérique, mais aussi le secteur, par exemple, énergétique, bancaire ou médical, bien au-delà du seul secteur de la tech. Et cet effort s'inscrit en fait dans la tradition d'une préférence républicaine qui est plutôt favorable à l'intervention limitée du gouvernement dans l'économie, et aussi dans l'ambition un peu plus trumpiste de réduction de l'ampleur de ce qu'ils appellent l'État profond, le deep state. Et enfin, ça s'inscrit dans une réaction à la fois de Trump et de la Silicon Valley contre l'administration Biden, qui a été beaucoup qualifiée de anti-tech parce que justement, lui avait essayé de mettre en œuvre certaines mesures de réglementation. Dans le domaine technologique plus particulièrement, que moi j'étudie dans mon étude, on a vu cette dernière année presque et demie une suppression des mesures d'encadrement, par exemple des risques liés à l'intelligence artificielle, mais aussi dans la cybersécurité ou en matière de modération des contenus. Par exemple, dans l'intelligence artificielle, dès presque le premier jour, je crois, de son arrivée à la Maison-Blanche, le président Trump supprime le décret qu'avait adopté Biden et qui était assez large pour essayer de gérer justement les risques liés à l'IA en matière d'éthique et de sécurité, et publie dans la foulée un décret visant, je cite, à éliminer les obstacles au leadership américain dans l'IA. Et en juillet, plus récemment, il a publié un plan d'action avec toujours comme objectif d'essayer de lever les obstacles au leadership, de faciliter aussi l'octroi de permis, par exemple, pour les entreprises qui veulent installer des data centers, et aussi avec une dimension assez idéologique, une demande de supprimer toutes les références à la désinformation, aux enjeux de diversité ou de changement climatique dans les cadres généraux pour l'IA. Et c'est un sujet qui reste d'actualité puisqu'il y a même quelques jours, la Maison-Blanche a publié le cadre national législatif sur l'IA, qui est en fait une recommandation formulée au Congrès pour lui demander d'adopter une loi nationale, mais bien sûr qui soit très favorable à l'innovation et très peu contraignante en réalité. En matière de cybersécurité, on voit un assouplissement assez semblable avec une administration qui cherche à inverser tous les efforts qui étaient menés depuis 2021, parce que l'administration Biden avait essayé de renforcer le rôle de ce qui s'appelle la CISA, l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, pour que les entreprises et les autorités fédérales portent davantage le fardeau de la cybersécurité. Et vraiment, là, actuellement, la Maison-Blanche a choisi de complètement réviser cette stratégie au profit d'une approche beaucoup moins contraignante, beaucoup moins centralisée et qui mise plus sur l'innovation, par exemple la cybersécurité grâce à l'IA, que sur des vraies mesures de cyberdéfense mises en place par les entreprises. Et ça s'accompagne aussi d'une diminution des ressources du gouvernement fédéral qui sont dédiées à la cybersécurité. L'administration, rien que dans la CISA, a orchestré le départ d'environ un tiers des employés de cette agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. Et on constate également des réductions de personnel dans le domaine de la lutte contre la désinformation, n'est-ce pas ? Exactement, c'est exactement la même dynamique, avec en fait toutes les équipes qui étaient dédiées à la lutte contre la désinformation ou à la lutte contre les ingérences étrangères, qui sont victimes de la campagne républicaine contre ce qu'ils appellent le complexe industriel de censure.
Donc en fait, la CISA et toutes ses équipes sont accusées d'avoir contribué à censurer les discours et donc elles ont été réduites et supprimées dans la CISA, c'est ce que je disais, mais aussi au sein du FBI, du département d'État par exemple, ou du bureau du directeur du renseignement national, avec des unités qui étaient chargées de la lutte contre la désinformation qui ont été supprimées, et même au sein de la NSA et l'Agence de sécurité nationale. Juste pour préciser, aux États-Unis, sur la modération des contenus, il n'y a pas de règles, de vrais cadres établis par la loi ou par des décrets. Mais en fait, l'administration Biden avait essayé de quand même forcer les entreprises à limiter la diffusion de désinformation. Et maintenant, ça, évidemment, c'est complètement inversé par l'administration actuelle. Et quels sont les arguments avancés par l'administration Trump pour justifier cette politique de dérégulation? Alors, il y en a 3 principales. La première, c'est un peu l'argument classique qui est de dire que la réglementation est un frein à l'innovation. Et c'est voilà, un discours qui réactive tous les piliers du modèle américain du numérique, qui est fondé dès les années 90 en fait sur cette idée d'éviter la réglementation pour favoriser l'innovation. La deuxième raison, c'est que ce supposé frein à l'innovation est perçu comme encore plus problématique dans un contexte où les États-Unis se perçoivent comme dans une course vis-à-vis de la Chine. Et donc, ils ne veulent pas freiner leur innovation parce qu'ils considèrent que leur but, c'est de courir plus vite que la Chine. Et ça, évidemment, c'est un narratif assez puissant qui est mobilisé par les entreprises américaines depuis plusieurs années d'ailleurs, pour essayer de dire surtout n'entravez pas nos pratiques, ne nous réglementez pas parce que sinon ça favoriserait la Chine. Et c'est vraiment aujourd'hui le sous-texte des efforts américains. Par exemple, le plan que j'évoquais tout à l'heure de la Maison-Blanche sur l'IA qui a été publié cet été s'intitule Gagner la course et affirme que pour maintenir un leadership mondial dans l'IA, le secteur privé doit être libéré des entraves bureaucratiques. Euh, Lapsus révélateur. Et le troisième, je terminerai par ça, que j'évoquais tout à l'heure, c'est la peur de la censure. Avec une tradition américaine bipartisane de défense d'une liberté d'expression qui est minimalement réglementée. Et ça, on voit que c'est très différent, par exemple, de notre propre approche en Europe. Mais là, vraiment, c'est devenu un argument exacerbé et central chez les républicains, avec d'ailleurs au sein de l'exécutif comme du Congrès, avec les deux qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme une collusion publique-privée qui a eu lieu sous l'administration Biden, avec une soi-disant alliance entre les grandes plateformes et l'administration Biden en faveur de la censure, qui est bien sûr problématique parce qu'elle est jugée défavorable au contenu conservateur en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que c'est quand même un peu une inquiétude à géométrie variable, puisque alors qu'il souligne régulièrement cette inquiétude de la censure, en parallèle, ça n'empêche pas l'administration Trump de menacer de censurer certains médias ou certaines plateformes si elle juge leurs algorithmes ou leur couverture de certains événements, par exemple la guerre en Iran, comme trop défavorable à l'administration Trump. Mais c'est là que votre lapsus sur bureaucratique et démocratique prend tout son... Voilà. Outre le président Trump lui-même, quels sont les personnages clés qui promeuvent et mettent en œuvre la déréglementation de la tech? Oui, alors évidemment, le président, on l'a dit, et le vice-président, bien sûr, J.D. Vance, qui est très actif sur la question. Il y a aussi d'autres personnalités au sein de la Maison-Blanche. Par exemple, j'ai remarqué au cours de mes entretiens que le Office of Management and Budget, l'OMB, qui est à la Maison-Blanche et qui est dirigé par Russell Vought, qui est un peu des velléités libertariennes, joue un rôle plus important que dans les autres administrations pour essayer de mettre tout le monde au pas en faveur de cette déréglementation. Il y a aussi d'autres personnes dans la Maison-Blanche qui sont plutôt issues de la Silicon Valley et du monde du capital risque et qui donc défendent une vision très optimiste de la tech, très pro-exportation et très favorable à un encadrement minimal de la tech, avec bien sûr le soutien actif du secteur privé. Donc dans ce groupe, il y a Vance, dont j'ai déjà parlé, mais aussi par exemple Michael Kratsios, qui dirige le Office of Science and Technology Policy au sein de la Maison-Blanche, ou aussi le conseiller du président sur la science et la technologie, David Sachs. Un autre groupe d'acteurs qui est vraiment intéressant, c'est des agences qui sont censées être indépendantes dans le gouvernement américain et qui sont en fait pleinement mobilisées dans la campagne de l'administration pour la déréglementation. Je pense par exemple à la Commission fédérale des communications qui est dirigée par Brendan Carr,
qui est censée être une agence indépendante, mais vraiment Brendan Carr se revendique comme le fer de lance des efforts de l'administration Trump. Il a lancé une initiative de déréglementation massive, je le cite, qui a un titre assez explicite, elle s'appelle Supprimer, 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 donc plutôt 3 fois qu'une, et qui, Brendan Carr lui-même, qui a menacé certaines plateformes dont il désapprouve la politique de modération des contenus, de poursuites juridiques, etc. Un autre exemple de ces agences indépendantes, c'est la Commission fédérale du commerce, qui est dirigée par Andrew Ferguson et qui est en charge de tout ce qui est lutte contre les pratiques monopolistiques, donc antitrust, etc. Et qui a à la fois recommandé la suppression de nombreuses réglementations et ouvert des enquêtes sur certains sujets chers au président, comme la censure dont on a déjà parlé. Je trouve que c'est intéressant à la fois parce que ce sont des agences normalement indépendantes qui se mobilisent, et aussi parce que ça révèle que finalement, on voit plus une instrumentalisation des réglementations qu'une pure dérégulation. Parce que à la fois, ils acceptent enfin, ils encouragent la suppression de réglementations, et à la fois, quand ça peut leur être utile d'ouvrir des enquêtes ou de menacer d'utiliser les règles pour faire plier les plateformes et certains acteurs, par exemple, évidemment, ils ne s'en privent pas. Et je terminerai juste en mentionnant évidemment un autre acteur important qui est le Congrès. Heu, je pense qu'il faut quand même nuancer, parce qu'il y a pas de consensus finalement sur tous ces sujets, même au sein des républicains. Par exemple, le sujet de, la gouvernance de l'IA, il y a encore des républicains qui souhaitent agir et qui souhaitent proposer des cadres, à la fois au niveau des États et au niveau, fédéral. Donc c'est pas, la campagne de déréglementation fait pas totalement consensus, mais il y a quand même certains élus, influents qui la soutiennent. Par exemple, le sénateur du Texas, Ted Cruz, ou le représentant de l'Ohio qui est très, très, vocal, qui est le président de la commission judiciaire et qui s'appelle Jim Jordan et qui est, par exemple, très engagé, contre la modération des contenus en ligne et sur les sujets de soi-disant, censure. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais un autre acteur dans cette campagne, dont j'ai pas encore parlé, c'est le département d'État qui, lui, est plutôt, investi sur le volet, qui vise l'Europe, de cette campagne. Oui, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on s'est concentré sur l'effort de déréglementation aux États-Unis, mais il y a évidemment un fossé transatlantique sur ce sujet, puisque l'Union européenne s'est évertuée, au contraire, au cours des dernières années, à réglementer l'espace numérique. L'Union européenne, d'une manière générale, est parfois présentée comme une puissance normative, mais dans le domaine de la tech, ça s'est traduit ces dernières années par l'adoption de différents règlements, le règlement sur les services numériques, qu'on connaît souvent par son acronyme anglais, le DSA, le DSA, le règlement sur les marchés numériques, le DMA, ou encore le règlement sur l'intelligence artificielle, le AI Act. Donc ces textes, ils s'appliquent évidemment aux entreprises européennes, mais en réalité, ils s'appliquent aussi aux grandes plateformes qui opèrent en Europe. Et à plusieurs reprises maintenant, des grandes plateformes américaines ont été condamnées à payer de très lourdes amendes. Alors quels sont les arguments employés par l'administration Trump pour s'opposer aux réglementations européennes? Ah, c'est parfait, vous avez déjà fait tous les acronymes, j'ai plus besoin d'y revenir. Sur les arguments, alors il y a un ensemble d'arguments, historiques un peu classiques. Par exemple, le fait que, l'Europe est en train d'imposer trop d'entraves à l'innovation, ou sur le fait que, les mesures européennes, en fait, font preuve de discrimination envers les entreprises américaines. Alors en effet, comme vous l'avez dit, la plupart de ces mesures européennes, que ce soit le DSA, le DMA, et cetera, visent des entreprises américaines parce qu'en fait, déjà pas uniquement, mais d'abord parce qu'elles fixent un seuil à partir duquel ces entreprises sont soumises à la réglementation. Et ces seuils sont conçus pour cibler les acteurs majeurs du secteur numérique en raison soit de leur poids économique, soit de leur influence, soit du nombre d'utilisateurs dont elles bénéficient. Et donc évidemment, de facto, elles concernent principalement des entreprises américaines, pas parce qu'elles sont américaines à cause de leur nationalité, mais parce que, ce sont elles qui dominent structurellement l'écosystème, numérique mondial. Oui, évidemment, quand tous ces textes ont été négociés, les seuils ont aussi été négociés et c'était aussi ça visait les plateformes américaines, pas que évidemment, mais les législateurs au niveau européen avaient quand même ça en tête. Oui, alors bien sûr, après je pense que, c'était vrai au début, les seuils ont évolué, et évidemment, bon, il y avait côté américain une propension à vite l'interpréter comme de la discrimination aussi. En tout cas, aujourd'hui, il y a des entreprises non américaines, bien sûr, qui font partie de ces seuils, des entreprises chinoises, par exemple, comme TikTok,
Et parce qu'évidemment, un argument américain, ça avait beaucoup été mais vous visez que les entreprises américaines et vous laissez la porte ouverte à toutes les entreprises chinoises. Donc ça n'est pas vrai dans la réglementation actuelle. Et il y a aussi des acteurs européens comme Booking, par exemple. Mais qui est une entreprise néerlandaise. exactement. Donc ça, c'est un peu les arguments classiques. Il y a aussi une réticence enfin, qui a plusieurs décennies de voir les entreprises américaines soumises à des réglementations non américaines. Et elle est un peu exacerbée dans les discours aujourd'hui avec une action politique de l'Union européenne, même quand elle vise des activités d'entreprise en Europe, collectant des données d'utilisateurs européens influents sur la vie politique européenne. Cette action est jugée extraterritoriale et d'ailleurs, c'est intéressant, récemment, on voit qu'elle est même décrite comme une atteinte à la souveraineté américaine, ce qui est un peu un écho paradoxal au concept de souveraineté numérique européenne qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et un peu un des derniers arguments historiques, c'est finalement assez logiquement une critique qui est fondée sur le fait que ça a un impact sur les revenus, très concrètement, de ces entreprises américaines. Un impact direct parce que les entreprises doivent se mettre en conformité et ça a un coût. Et indirect parce que toutes ces règles portent atteinte au modèle des big tech. Par exemple, le RGPD dont on a parlé, ça porte atteinte au modèle de collecte massive de données ou les réglementations en matière de antitrust comme le DMA, ça porte atteinte aux stratégies d'intégration verticale sur lesquelles se fondent ces entreprises. Donc ça, c'est un peu un ensemble d'arguments qui étaient déjà existants auparavant. Mais il y en a des nouveaux. Ouais, mais il y en a Quels sont ces absolument des arguments nouveaux. Alors le premier, c'est d'abord l'argument de la censure, dont on a déjà parlé, mais vraiment vis-à-vis de l'Europe, il est dénoncé avec véhémence par l'administration Trump et par certains au Congrès. Le Congrès a même publié 2 tomes, dont un récemment d'un rapport qui s'appelle, je cite: «La menace de censure étrangère, 2 points. Comment le DSA européen force une censure mondiale?» Donc voilà, le ton est donné et Il faut peut-être un peu expliquer, c'est-à-dire qu'en réalité, en Europe, on essaye de lutter contre ce qu'on appelle les contenus de haine, les discours de haine et tous ces efforts pour lutter contre des contenus, par exemple, racistes ou antisémites, sont présentés par l'administration Trump comme de la censure. Exactement, et plus largement, en fait, le DSA est un texte assez large, qui vise, enfin, qui est évidemment pas un instrument de censure et vise à responsabiliser les plateformes numériques, pour encadrer la modération des contenus illicites, haine, désinformation dont on a parlé et plus largement pour garantir la transparence, y compris, par exemple, sur leur politique de modération. Sur la transparence de leur algorithme, enfin, on leur demande de partager certaines données avec des chercheurs, de préserver les droits fondamentaux des utilisateurs, etc. Et donc la dénonciation américaine se concentre vraiment sur la question de la modération des contenus, en étant parfois un peu portée jusqu'à l'absurde. Par exemple, en décembre, on l'évoquait, X a reçu une amende de la Commission européenne pour non-respect du DSA. Et à ce moment-là, toute l'administration a hurlé à la censure et on a même vu, moi j'ai regardé le nombre de posts sur X des officiels de l'administration, il y a vraiment eu un pic en décembre où tous dénonçaient la censure, mais l'amende, elle n'est pas du tout liée à des questions même de modération des contenus. En fait, c'est une amende parce que X n'a pas été assez transparent, par exemple sur la question de la coche bleue ou sur les données qu'il doit pouvoir fournir aux chercheurs, entre autres questions de transparence qui n'ont rien à voir en fait avec la modération des contenus. Et cette absurdité, elle s'est aussi vue, moi, quand j'ai fait certains entretiens. Il y a même des diplomates qui m'ont dit que certains Américains s'étaient plaints auprès de leurs homologues européens que les plateformes américaines recevaient 10 fois plus de demandes de retrait de contenu au Royaume-Uni, qui est pourtant démocratique, par rapport à la Chine. Alors que, évidemment, en fait, c'est pas du tout le même écosystème et qui est évidemment pas du tout ouvert de la même manière. Donc, c'est un argument qui est aussi vraiment utilisé à des fins idéologiques. Et peut-être le deuxième argument qui me semble plus nouveau, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui une contestation de la légitimité démocratique de l'UE qui est très transparente. La légitimité démocratique de l'Europe est remise en question dans des postes d'officiels du gouvernement américain qui utilisent tout un champ lexical technocratique, voire carrément qui utilisent des termes comme censure tyrannique pour parler des mesures européennes, ou qui parlent de UE non élue, non démocratique et non représentative
pour essayer de vraiment saper le fondement de l'autorité chargée d'imposer ces règles. On voit que le discours est agressif, mais ça va en fait bien au-delà de la rhétorique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les méthodes déployées par les géants de la tech et par l'administration Trump pour tenter d'entraver les efforts européens de régulation? Alors déjà, juste pour revenir sur le côté discours, je fais un petit moment de pub, mais nous, on a vraiment essayé de regarder dans l'étude, notamment avec, l'entreprise Sahar, quels étaient, les officiels les plus actifs, par exemple, sur X et ceux qui avaient le plus d'écho, pour essayer de comprendre la campagne américaine, sur les réseaux sociaux. Et évidemment, c'est aussi une campagne qui a lieu dans les médias. Mais effectivement, comme vous le disiez, ce qui marche bien, c'est de, mixer ce discours avec des outils, un petit peu plus concrets. Par exemple, avec plusieurs types de menaces de restriction sur le commerce. On a beaucoup parlé des barrières douanières et effectivement, Trump a menacé, par exemple, d'imposer des barrières douanières aux pays qui, je cite: «attaquent nos incroyables entreprises de la tech en adoptant des réglementations». Et même les tarifs qui avaient déjà été, adoptés, certains membres de l'administration ont tenté de lier ça, à la question de la déréglementation. Par exemple, au moment des négociations transatlantiques, pour, tenter de réduire les barrières douanières qui avaient été imposées, sur l'acier et l'aluminium, par les États-Unis, enfin fortement augmentées par l'administration de Trump. Le secrétaire au commerce, Lutnick, a indiqué que, s'il voulait que ces, négociations, soient, concluantes, peut-être que, l'UE devrait édulcorer sa réglementation, d'abord. Donc voilà, plusieurs exemples, de menaces de barrières douanières. Aussi, on a vu des propositions de barrières non enfin des menaces de barrières non tarifaires, par exemple en sens inverse, si on peut dire, des restrictions au marché américain. Ça, c'est ce que disait Brendan Carr, le chef de la commission, fédérale des communications, dont je parlais tout à l'heure, qui au moment des négociations sur, l'EU Space Act, a dit: «Ah bah, peut-être que, si vous adoptez ce texte, nous aussi on va, réfléchir et peut-être que vos entreprises n'auront plus, tout à fait la même possibilité d'accéder au marché américain». Il y a des personnes qui ont été aussi, interdites d'accès au territoire américain. Là, enfin, pour la France, évidemment, le personnage de Thierry Breton a beaucoup marqué, qui, a donc été en quelque sorte sanctionné. Mais il y a eu d'autres, personnalités qui ont également été privées d'accès au territoire américain, notamment une Allemande, Joséphine Ballon, qui dirige une ONG qui est précisément en charge de lutter contre les discours de haine sur, internet et les réseaux sociaux. Donc, on voit que ce sont des choses très concrètes. Totalement, et ça, c'est un peu une série de mesures qui a été prise par le département d'État avec l'interdiction d'entrer sur le territoire qui avait fait beaucoup de bruit, et d'ailleurs, on en parle moins maintenant, mais quand même le secrétaire d'État avait averti en même temps, qu'il était prêt à étendre cette liste si, les Européens ne changeaient pas de cap. Donc c'est toujours, on va dire, une menace qui reste, d'actualité. Et ça s'accompagnait d'autres efforts du département d'État. Par exemple, le département d'État a ordonné à toutes ses ambassades européennes de faire du lobbying contre le DSA. Bon, ça, c'est assez habituel, mais aussi d'enquêter sur tout soupçon de, censure gouvernementale, que les ambassades pourraient trouver. On a vu aussi, le département d'État qui propose des moyens de contournement de réglementation de réglementation européenne. Par exemple, le site freedom.gov, qui a été lancé. Alors, j'ai revérifié ce matin, pour l'instant, le site n'affiche qu'un message disant que, la liberté arrive, mais le but de ce site, à terme, ce serait de permettre aux Européens de consulter les contenus qui sont jugés illégaux par leur gouvernement, donc on en parlait, appel à la haine, propagande terroriste, et cetera, sur ce site-là. Encore une fois, petite ironie puisque dans le même temps, l'administration américaine a largement démantelé, le programme qui s'appelait Internet Freedom du département d'État pour, financer, depuis les années 2000 des groupes qui développaient des technologies de contournement de la censure, par exemple, en Birmanie, en Iran ou au Venezuela. Donc il y a à la fois des mesures, commerciales, j'en parlais tout à l'heure, et des mesures, diplomatiques, des interdictions d'entrée sur le territoire, et cetera. Et le dernier levier qui est moins fréquemment, invoqué, mais qui a, des implications stratégiques majeures évidemment, c'est la conditionnalité de l'aide sécuritaire américaine, qui n'a pas été énormément mis en avant, mais quand même Vance, avant sa prise de fonction et plus récemment, l'actuel secrétaire d'État adjoint Christopher Orlando, ont, conditionné le soutien américain à l'OTAN à une position, davantage pro-liberté d'expression, donc ça veut dire, anti-réglementation, dans ce sens-là,
de l'Union européenne. Donc ça a quand même une incidence importante. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est que toutes ces mesures, finalement, surtout les mesures commerciales dont je parlais tout à l'heure, permettent à Washington d'enrôler les entreprises américaines et européennes dans cette campagne de déréglementation, bien au-delà du secteur technologique, puisque les entreprises européennes ont peur d'être ciblées par des représailles. Par exemple, au moment où en France, le Parlement examinait en octobre la possibilité d'augmenter la taxe sur les services numériques, le secteur viticole, enfin des vins et spiritueux en France, a activement milité contre l'amendement en écrivant au député qui était en charge et même en joignant à sa lettre la lettre du Congrès américain qui menaçait de représailles. Parce qu'évidemment, eux savent que ce secteur-là est très vulnérable aux représailles américaines. Et donc, c'est un peu une force américaine là-dedans. Peut-être dernier point, parce que je pense que c'est assez insuffisamment mentionné, toutes ces mesures qui sont strictement américaines s'appuient en fait sur des relais européens. C'est ce que la stratégie de sécurité nationale appelait cultiver la résistance. Et c'est vraiment ce qu'on observe depuis plusieurs mois. Oui, vous parliez du partenariat avec SAR, qui est une entreprise spécialisée dans l'observation, la cartographie, l'analyse du web, en collectant des données et ensuite en les traitant. Et ça, justement, ce lien entre des acteurs américains et des acteurs européens, bah, ça s'observe, Ouais. ça se mesure. Ça s'observe à la fois par des recherches qualitatives. Moi, par exemple, j'ai pu effectivement voir que certains officiels américains rencontraient des élus d'extrême droite et ensuite postaient sur les réseaux sociaux que l'AfD, par exemple, était formidable pour sa défense de la liberté d'expression, ou des officiels américains qui relaient des contenus de médias d'extrême droite européens ultra-conservateurs et d'ailleurs en général liés à l'écosystème hongrois comme Brussels Signal ou The European Conservative, ou les annonces du département d'État qui disent qu'ils vont financer des fondations et des think tanks alignés sur les positions MAGA. Pas sûr que l'IFRI en bénéficie, Marc, désolé. Mais aussi sur le plan quantitatif, avec SAR, effectivement, on a essayé de cartographier ces interactions, cette étroite connexion entre les Trumpistes et les extrêmes droites européennes. Et on voit que vraiment, ça consolide un écosystème discursif et politique transatlantique hostile à la réglementation. Par exemple, si on regarde les mentions, réponses et retweets des parlementaires européens uniquement qui critiquent la réglementation européenne du numérique, on voit dans le graphe très bien la forte intégration des comptes américains. On voit par exemple les comptes de Jim Jordan, le représentant américain que j'évoquais tout à l'heure, ou d'Elon Musk, qui sont assez centraux finalement dans cet écosystème. Alors ces pressions américaines que vous évoquiez, les menaces de sanctions, de barrières douanières, etc., est-ce que ça marche? Est-ce que ça a un effet sur les Européens? Est-ce que les Européens cèdent? Alors, je me garderai bien de dresser un bilan parce qu'on est seulement dans la deuxième année, donc je ne serai pas définitive. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, il faut l'admettre, une résistance assez claire qui a été marquée par la Commission, qui a essayé de réaliser un travail de pédagogie pour expliquer ces mesures aux autorités américaines, mais aussi pour dire que le DSA et le DMA, par exemple, entraient dans leur phase d'implémentation et pas de négociation, donc qui n'étaient pas négociables. On a vu aussi quand même la Commission commencer à mettre en œuvre ces réglementations avec les amendes, par exemple, des annonces d'amendes dont on a parlé contre Meta, Apple ou X, entre autres, pour non-respect du DMA ou du DSA. Donc il y a un effort de montrer que quand même on avance dans la mise en œuvre de ces règlements. Et alors ces amendes, est-ce qu'elles ont été suivies de contre-mesures ou pas? Concrètement, vous avez évoqué les menaces, etc., mais est-ce qu'il y a eu des contre-mesures? Concrètement, par exemple, l'annonce de l'interdiction d'entrée sur le territoire américain de Thierry Breton et des 4 représentants d'ONG, c'était directement une conséquence. C'était en décembre, voilà, dans les 2 cas, de l'annonce d'une amende contre X. Donc oui, en un sens, il y a eu des représailles assez directes. Après, c'est ce que disent certains diplomates, c'est aussi le mélange de toutes ces menaces et de toutes ces possibles restrictions qui fait que c'est efficace parce qu'il y a un côté autocensure. Et justement, c'est un peu ça aussi que je voulais évoquer quand on essaye de regarder les signaux d'efficacité. En fait, on en voit déjà certains parce que
la pression américaine a conduit à retarder certaines décisions européennes, a conduit certains États membres aussi à, par exemple la France, ne pas avancer sur leur projet d'augmentation des taxes sur les services numériques. Avec aussi certains accords bilatéraux, par exemple entre les États-Unis et l'Union européenne, mais aussi entre les États-Unis et d'autres pays, à ne pas mettre en œuvre certaines mesures en matière de réglementation du numérique ou à éliminer les obstacles injustifiés au commerce du numérique. Euh, et ça, c'est plus difficile de le relier directement, uniquement à la pression américaine. Mais on voit que l'Europe a quand même annoncé en novembre 2025 son paquet de simplification numérique et plus largement s'efforce de simplifier certaines de ses réglementations, sachant que c'est peut-être lié au contexte américain, mais c'est aussi une volonté de l'Europe de simplifier certaines règles. Je pense quand même qu'il y a certains risques d'effets contre-productifs, y compris pour les États-Unis, et que c'est important à souligner parce que ça peut être un argument dans la rhétorique européenne. Déjà, il y a un risque d'effet contre-productif concrètement, moi je pense, pour la démocratie et les citoyens américains, parce que s'il y a une absence totale de gouvernance de l'IA, pour en limiter ses conséquences négatives, ou une absence de lutte contre les ingérences étrangères, par exemple, ça pose quand même des vraies questions pour les citoyens eux-mêmes. Mais même pour les entreprises américaines, finalement, on voit que la multiplication des outils de pression que je citais, la virulence de la rhétorique et tout le soutien des officiels américains aux extrêmes droites européennes alimentent évidemment en plus des déclarations de politique étrangère, par exemple sur le Groenland, l'Ukraine et j'en passe. Tout ça, ça alimente les inquiétudes même des plus atlantistes sur les risques que pose la dépendance aux technologies américaines. Et donc finalement, un concept comme la souveraineté numérique qui était surtout porté par la France, parfois avec un peu de difficulté auprès de ses partenaires européens, gagne en popularité et ça pourrait avoir un impact finalement plutôt négatif sur le recours par les Européens aux entreprises américaines. Et en plus, tout ça crée finalement, toutes ces attaques contre les cadres réglementaires créent une instabilité, une imprévisibilité sur le plan réglementaire qui n'est pas bon non plus pour les entreprises finalement. Compte tenu de tout ce que vous venez de nous présenter et des fortes dépendances technologiques que vous évoquiez à l'instant, mais dont on n'est pas prêt de sortir, même s'il y a une prise de conscience, il y a quand même des réalités industrielles qui vont être difficiles à dépasser, en tout cas à court et moyen terme. Bref, compte tenu de tout cela, que peut faire l'Union européenne et que peuvent faire les États membres de l'Union européenne? Alors, je pense qu'il y a tout un volet quand même pour essayer d'accélérer les efforts de souveraineté numérique. Pour effectivement, le but n'est pas du tout de totalement se passer de technologie américaine, mais de vraiment plutôt réduire les vulnérabilités elles-mêmes qui sont liées aux dépendances. Et aussi, sur certains plans très concrets, par exemple, pouvoir garantir la continuité des services numériques si jamais il y a une interruption de certains services cloud, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses concrètes à faire en matière de souveraineté numérique sur lesquelles l'Europe et la France continuent d'avancer. Sur la question de l'application des règles, je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'une fermeté réglementaire parce que finalement, toute concession affaiblirait l'Union européenne et aurait plutôt tendance à ouvrir la porte à de plus en plus de déréglementation poussée par les États-Unis. Sur la question du discours, je pense qu'il faut aussi continuer à faire preuve de pédagogie et peut-être parfois faire preuve d'un petit peu plus de cohérence parce que déjà, c'est toujours utile de continuer à expliquer, par exemple, comme je faisais tout à l'heure, que le DSA vise la transparence et pas la censure et que voilà, parfois il y a un peu des réutilisations, mais aussi parce que parfois il faut éviter les apparences de discrimination et c'est vrai que certains discours de personnalités officielles françaises ou européennes qui avaient tendance, par exemple, à stigmatiser X parce que c'est lié à Elon Musk, parce que à cause de sa proximité à Trump, etc., finalement donnent l'impression que l'application des règles, elle est parfois un peu teintée de discrimination. Ça, je pense que c'est côté européen, vraiment à éviter pour éviter de tendre le bâton pour se faire battre. Sur le plan des coopérations, alors j'ai beaucoup essayé de chercher des sujets de coopération qui pouvaient être maintenus avec l'administration. Honnêtement, c'est pas facile. Il en reste quelques-uns, comme la protection des mineurs, par exemple, ou un petit peu en matière de cybersécurité ou de lutte contre la fraude. Donc, ils peuvent continuer à être exploités, même s'il ne faut pas se leurrer. Là, la priorité de l'administration, c'est pas de coopérer avec nous, même sur ces sujets.
Par contre, peut-être que certains dialogues avec le Congrès américain et les États, eux-mêmes des États-Unis, qui eux parfois sont favorables à progresser en matière de réglementation, pourraient être utiles. J'étais surprise en discutant avec certains conseillers parlementaires, certains staffeurs du Congrès, par leur intérêt finalement de discuter avec l'Europe de sujets comme la gouvernance de l'IA ou en matière de gouvernance des données, par exemple. Bien que leur approche restera différente, je pense que ça peut être une piste productive. Et ensuite, sur le volet entreprise, je pense que ça peut être utile à la fois d'essayer de, bien sûr, préparer les entreprises européennes, les encourager à mieux cartographier leurs vulnérabilités à tous les leviers américains que j'ai évoqués, parfois avec voilà, un vrai travail de sensibilisation et de création de scénarios sur lequel il faut progresser, je pense. Et peut-être aussi essayer d'alerter les entreprises américaines sur le fait que, comme je le disais, finalement, leur alignement total sur Donald Trump dans cette campagne pour la déréglementation risque de plutôt fragiliser leur position en Europe et peut-être essayer de faire jouer les entreprises américaines auprès de Donald Trump un peu plus en notre faveur. Mathilde Vellier, merci beaucoup d'avoir participé Merci. à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire son étude intitulée Trump 2 contre la gouvernance du numérique, une croisade aux États-Unis et en Europe. Vous la trouverez sur le site de l'IFRI. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. L'IFRI est une fondation reconnue d'utilité publique dont le fonctionnement dépend du mécénat d'entreprises et de particuliers. Votre soutien est essentiel pour permettre aux chercheurs de continuer à produire des analyses de qualité. Pour vous informer sur les modalités de dons, rendez-vous là aussi sur notre site www.ifri.org. Donc vous pourrez lire l'étude de Mathilde, mais pas D'une que. pierre deux coups. Merci d'avance pour votre soutien et à bientôt pour un prochain épisode.